le Crash du Concorde. Je peux pas toujours tout montrer. Est-ce que vous embauchez des jeunes animateurs? J'ai un slip porte-bonheur. Qu'est-ce qu'on ferait si jamais ça arrivait? Et là, j'entends que ça commence à monter dans l'escalier. Je bois toujours un petit coup sur les primes. Ah, c'est vrai? Oui. J'ai eu la chance d'interviewer Brad Pitt, Tom Cruise. Est-ce que c'est scripté ce post-it? Lui, il m'a plus jamais adressé la parole. Incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait mon coming out. J'ai Cameron Diaz, Eva Longoria. On m'avait proposé d'être... De venir dedans? Oui, en candidat. Bienvenue à bord et bienvenue dans ce nouvel épisode de À la dérive. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un avec qui vous vous levez probablement le matin, qui vous donne le sourire et qui fait vibrer le divertissement sur l'une des chaînes les plus connues de France, TF1, et cela depuis de nombreuses années. Bonjour Christophe Beaugrand. Bonjour, bonjour. On est bien, là, la petite croisière, là, j'aime bien. Bah oui, C'est cool. Comment tu vas? Il y a un petit avant-goût de vacances. Comme je travaille beaucoup cet été, je suis ravi de faire cette petite balade. Ça me permet de faire une petite pause. Là, Ouais, la petite coupure dans la journée. Exactement, c'est parfait. Bonjour. Merci. Alors, je suis hyper heureux de te recevoir parce que je sais sûrement pas, mais si tu es là aujourd'hui sur le bateau justement, et si on est là, directement et indirectement, c'est grâce à toi. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben en fait, quand j'avais genre 14 ans à peu près, je regardais tout le temps la télé. Ouais. Je regardais une émission qui s'appelait 50 minutes inside, Oui. et dans lequel tu avais un joli petit van justement. Effectivement, j'avais l'interview dans la People Mobile. La People On l'avait Mobile. surnommé la People Mobile. C'était un vieux combi Volkswagen rétro et j'ai interviewé des personnalités. Donc ça veut dire que je suis extrêmement vieux parce que là, je vois que tu as de la barbe là et tu regardais ça quand tu étais petit. Donc J'étais je peux te dire à petit, quel ouais. point- C'était il y a longtemps. Je vais me jeter à l'eau direct. Je me noie direct. Non mais oui, c'est quelque chose que je regardais. Bah, Enfin, ça me je touche, regardais, ça me fait je plaisir. regardais beaucoup les 50 minutes inside, évidemment présenté par Nikos Aliagas. Ouais. Et du coup, tu as cette chronique-là J'avais et une c'était chronique, quelque ouais. chose avec tous les people justement, les personnalités du cinéma, de la musique, et ouais, tu faisais monter tout le monde écoute, ton van. si ça t'a donné envie de faire ce boulot, je suis content. Moi, j'ai plein de gens que j'ai eu la chance de rencontrer après, quelques années après, et ça m'a, voilà, t'es toujours inspiré par des gens, donc non, c'est cool, ça me touche. Non, bah ouais, c'était chouette. Ça avait l'air trop bien de tourner ces émissions en plus. Ah, Là. je me suis beaucoup amusé, ouais. Bah, c'était un peu comme ici, on installait des caméras qui étaient un peu fixées à droite à gauche. On avait évidemment un cadreur qui s'occupait de ça aussi, mais ouais, c'est toujours intéressant d'essayer de donner des cadres différents pour des interviews. On essaye d'obtenir des choses pour le coup un peu différentes. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, bah, je te dis, c'est voilà, très heureux en tout cas. C'est pour ça que je suis d'autant plus heureux de te recevoir aujourd'hui. Eh ben, plaisir partagé. C'est quoi la plus grosse star d'ailleurs que t'as reçu genre dans ce van là? Oh, dans ce van, j'ai eu John Legend. Et on est tombé dans des bouchons et je lui ai demandé de me chanter des chansons comme ça, ça me faisait je dis j'ai pas besoin d'autoradio, j'ai un autoradio vivant quand même, t'as John Legend qui te chante des chansons derrière. Incroyable. J'en avais eu la chanteuse de Gossip, Bess Ditto. Ok, j'ai pas là, genre, petit tout. Non, Bah, j'ai je pas. la chante pas bien là. Bon bref, je ne chante très mal. Non, mais Tout le monde là. Je vais taper son gars et je lui Tu vas dire merde. Ah oui, mais évidemment. Non, mais sinon après j'ai eu la chance d'interviewer. Alors pas dans pas dans ma petite voiture, mais j'ai eu la chance d'interviewer Brad Pitt, Tom Cruise, Bruce Incroyable. Willis, Cameron Diaz, Eva Longoria, Ça c'est fou. Rihanna. Oui, j'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de personnalités internationales. Tu réalises ça aujourd'hui? C'est devenu la banalité ou pas du tout? Non, alors non, moi je me pince à chaque fois et en fait moi ça me faisait flipper d'interviewer en anglais parce que j'ai un accent pourri et en fait tu te rends compte les Américains ils s'en foutent. Ouais. Mais c'est vrai que je faisais pas beaucoup d'efforts. I am very pleased to meet you, you know. Et ils aiment bien en fait quand tu as un bon accent français. Mais ouais non mais en fait quand tu es dans le boulot, tu t'es dedans quoi, tu fais tes interviews puis après tu te rends compte. Tu refais une petite photo, souvenir, et ouais, non, c'est génial. Bon, alors attends, on va y revenir justement comme plein d'autres sujets qui ont dicté ta vie. Parce que si vous ne connaissez pas encore Christophe, pas d'inquiétude, installez-vous d'ailleurs confortablement comme nous ici sur ce bateau. Parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir l'homme derrière le visage de l'animateur. Un gamin de Massy, devenu un pilier des médias et de TF1, qui enchaîne les succès comme Ninja Warrior et les plateaux en direct. Il anime notamment la nouvelle saison de Secret Story, un projet immense qui occupe tout son mois de juillet et peut-être un peu plus, nous y reviendrons. Même au mois d'août, oui, je te confirme. Mais en explorant ton univers Christophe, j'ai surtout vu autre chose. Un bâtisseur qui utilise la lumière des projecteurs pour éclairer les combats de l'ombre. Puisque toutes ces années à l'antenne t'ont mené vers ton rôle le plus crucial, le plus viscéral, celui d'être papa. Et de devenir malgré toi un porte-parole face à l'homophobie. Une trajectoire de résilience teintée d'une grande sensibilité et d'une armure que la vie a parfois testée rudement.
Alors aujourd'hui, j'ai trop hâte qu'on aborde tous ces thèmes ensemble. Et pour commencer, on va remonter un peu le courant ensemble. C'était quoi les projets, enfin les rêves de Christophe qui avait 10 ans? Oh là, bah moi quand j'étais gamin, mes rêves ils étaient avant tout professionnels. Déjà, c'est-à-dire Déjà, que, dès 10 ans? ouais. Oh bah même avant. En fait, j'ai toujours eu envie de travailler à la radio, à la télé. Je regardais beaucoup la télé quand j'étais petit, et c'est vrai que j'ai eu envie de passer de l'autre côté de l'écran très tôt. Donc moi j'ai commencé ensuite la radio, j'avais 13 ans, dans une petite radio locale à côté de chez moi. 13 ans, ouais. Parce que j'avais cherché dans le... Vers Massy, donc? Ouais, à Évry dans le 91. Évry. Voilà, je viens du 91 et en région parisienne. Et j'ai trouvé, j'ai appelé, j'ai cherché dans le bottin des numéros de téléphone, il y avait des radios, des machins, et j'ai appelé en disant est-ce que vous embauchez des jeunes animateurs? J'avais 13 ans, tu vois, avec ma petite voix. Et c'est vrai que oui, j'avais cette passion-là. Et vivre aujourd'hui de la passion que j'avais quand j'étais gamin, vivre mon rêve de gosse, moi, tous les matins quand j'ai le réveil qui sonne, même quand il sonne tôt, puisque souvent oui, les matinales. je présentais j'ai présenté beaucoup de matinales. Et alors oui, tu es content, quoi, même si ça pique un peu et que tu aimerais rester parfois au lit, faire la grasse mat. Mais c'est un tel luxe, un tel privilège de vivre de la passion que tu avais quand tu étais enfant et de réussir à avoir ce bonheur-là. C'est-à-dire que non seulement d'en vivre et de bien en vivre, parce qu'on a la chance de faire un métier où tu vis confortablement, c'est un bonheur de tous les instants. Moi j'aurais presque pu payer pour faire ce métier. Ouais, parce que j'ai vu que justement, tu as eu cette révélation-là genre à 6 ans, oui. En une visite. Bah, exactement. C'est-à-dire, quand j'étais petit, on a habité à Nancy avec mes parents. Mon père avait été muté dans l'est de la France et notre classe de CP a été invitée dans une émission de télé locale sur le France 3 région du coin. Et c'était, voilà, j'ai vu les caméras en vrai, j'ai vu un plateau télé et je me rappelle vraiment de manière très précise à quel point ça m'avait marqué. Je me rappelle on avait vu le studio du journal télévisé, il y avait la carte. À l'époque, c'était pas les fonds verts, c'était une vraie carte où tu collais des soleils et des nuages connu ça. avec un aimant. Je te jure, c'était comme ça sur les cartes. Mais oui, mais je suis très âgé, moi tu sais. Waouh. Je suis né sous Giscard. Mais c'est drôle. C'est pour te dire. Non mais voilà, c'est des souvenirs très précis et je me suis dit c'est génial, j'ai envie de faire ça. Ok. Et tu te souviens justement, c'était quoi? C'était justement le côté caméra, le côté, tu voulais déjà être plutôt du côté de la technique ou tu voulais déjà présenter? Non, je me voyais du côté effectivement comme toi derrière le micro, que ce soit micro de radio, micro de télé. Mais oui, j'ai beaucoup écouté la radio, j'ai beaucoup regardé la télévision en me disant que ça doit être chouette. Et je confirme, c'est chouette. Et au-delà justement de cette découverte de cette passion, elle a été comment un peu ton enfance, toi? Moi, j'ai eu une enfance heureuse avec une famille. J'ai envie de dire, pardon, je croyais que j'étais en train de te faire du pied. Mais... non, bah tiens, j'ai soif en plus. C'était juste, pardon. J'ai pas l'impression que je le drague quand même. Je voudrais pas risquer de. Il y a des témoins quand même, il y a des caméras, ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc oui, non, une enfance heureuse. J'ai une grande sœur, voilà, des parents, ma maman au foyer. Voilà, c'était un peu plus difficile à l'école. J'avais du mal à trouver ma place, mais en famille, à la maison, j'ai eu une enfance très heureuse où on me respectait dans mes envies, mes choix. J'étais très différent du reste de la famille. J'avais un papa et une maman plutôt discrets, plutôt pas très exubérants. Moi, c'était plutôt le contraire. Donc on se demandait toujours, mais pourquoi il est comme ça, lui, dans la famille? Mais moi, je faisais des cours de théâtre, je voulais faire de la radio. J'étais passionné par des activités plus artistiques. Je faisais du dessin, de la bande dessinée. Et tu as décidé de créer ton propre journal, donc. Et j'ai fait mon propre journal. Oui, j'en ai fait plusieurs. Mon père faisait les photocopies à son bureau et je les vendais à la cour d'école. Donc j'ai fait plein de trucs. Et... C'est venu d'où justement cette idée-là? C'était un besoin viscéral de s'exprimer ou... Je crois que déjà, moi j'avais dans ma tête mon projet professionnel très clair en fait. Donc à 10 ans, j'avais mon journal. À 13 ans, j'ai commencé mon émission de radio. Donc quand on me demande, tiens, ton expérience professionnelle, moi là j'ai 49 ans. Moi j'ai l'impression que ça fait pas 40 ans que je bosse, mais presque, tu vois. J'ai pas encore mes points en retraite, mais sérieusement, ça a commencé très tôt dans ma tête, tout ça. J'ai l'impression que j'étais assez en avance sur pas mal de choses. En retard sur d'autres, mais sur l'amour, ça a commencé très tard. Mais de l'autre côté, c'était en avance. Côté professionnel, ouais, très tôt. Et du coup, tu le disais tout à l'heure, donc c'était à 13 ans, tu as ouvert donc un annuaire pour vraiment appeler
Ouais. plein de gens. Parce qu'Internet n'existait pas à l'époque. Oui, c'est vrai, du coup, c'était une vieille dame. C'est vrai. L'annuaire, tu fais quoi? L'objectif de ça, en fait, c'est que tu voulais contacter des gens pour monter ton émission? C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver dans les pages jaunes des radios locales, tu vois, des médias locaux. Donc j'appelais des journaux, des radios, etc. Ma mère comprenait pas, elle a vu un coup de fil en disant mais c'est une radio, qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Voilà, mon projet était très clair dans ma tête. C'est appeler les radios, leur proposer, tu avais déjà une émission, tu leur disais quoi au téléphone? Je leur disais que je voulais présenter l'émission, que j'avais déjà un projet, oui bien sûr, tout était très organisé. Et j'ai eu une émission. Et t'en as eu une en plus? Oui, j'en ai une le samedi après-midi. C'est fou. 14h à 15h30, tu vois, un horaire très écouté sur une radio que personne n'écoutait, j'avoue. Et mais je me suis beaucoup amusé, c'était super. Dans ton adolescence et dans ta construction, il y a une personne qui a eu un rôle très important pour toi. Est-ce qu'on peut parler de Mamie Janine? Ah bah alors, c'était ma grand-mère paternelle. Et effectivement, alors pour le coup, je te disais tout à l'heure que ma famille était plutôt assez calme. Ma grand-mère, je ressemblais beaucoup à ma grand-mère. J'allais dire ma grand-mère ressemblait, c'est sûrement le contraire, parce que elle était pour le coup assez extravagante. C'était une originale, avec une âme plutôt artistique. Elle faisait du dessin aussi, et je pense que elle m'a compris très tôt sur les velléités que je pouvais avoir, un peu plus artistiques. On s'entendait très très bien et je suis resté très proche d'elle. Ouais. Elle est morte il y a un petit moment maintenant, il y a une dizaine d'années, mais je suis resté très proche d'elle. Ouais, parce qu'elle te comprenait plus. Ouais, et puis je pense que on était sur la même longueur d'onde. Elle me racontait des histoires, elle inventait des histoires délirantes quand j'étais gamin. Elle me faisait rire, elle faisait des blagues tout le temps. Elle était extrêmement moderne. Donc non, c'était quelqu'un de super. Et tu as exprimé aussi que ta maman avait eu des démarches très bienveillantes et incroyables à ton égard justement, parce qu'elle allait voir carrément une thérapeute pour trouver les bons mots pour t'accompagner. Quand elle s'est rendue compte que j'étais homo, et c'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait mon coming out. Ma mère s'en est rendue compte parce qu'il y avait eu plusieurs indices. Elle se doutait de quelque chose, et puis un jour, elle est tombée sur une carte postale d'un mec en disant « Je t'aime, Cyril ». Donc elle dit « Tiens, c'est louche ». Enfin, c'est louche. En tout cas, elle avait compris, quoi. C'était une confirmation. Okay. Elle n'a pas voulu m'en parler tout de suite. Elle a décidé d'aller voir une psy pour savoir comment m'en parler. Comment recevoir l'information, parce que c'est pas évident pour un parent qui s'était jamais projeté, qui peut être inquiet. D'autant qu'on en parlait moins à l'époque. Oui. Puisque là, c'était à l'époque, j'avais 18 ans quand elle a fait ça. Donc, ça remonte à 30 ans quand même. Oui, on avance sur son temps, en vrai, par rapport à ça. Et oui, elle a eu c'est montrer à quel point t'aimes ton enfant, de penser d'abord à ça, à sa, comment dire, son bien-être, au fait que pour lui les choses se passent bien, c'était ça qui lui tenait à cœur. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et toi, comment tu l'as vécu ce moment-là? Genre, c'était dur d'en parler ou pas du tout? C'est-à-dire que c'est elle qui m'en a parlé, donc j'étais un petit peu gêné. J'ai dit mais maman, de quoi tu me parles? Laisse-moi tranquille. Et puis voilà, je me suis rendu c'est vrai. Oui, on est un peu en mode non, les amoureux, on n'en parle pas. Un petit peu gênant, mais oui, avec le recul. De toute façon, c'est très, comment dire, quand tu as ce truc-là que tu gardes quand même comme un secret qui te pèse, parce que moi je l'ai su très tôt, et tu as peur d'être rejeté par tes proches, par tes amis, par ta famille, etc. C'est violent pour un gamin. Bien ou pas? Non, je ne l'ai pas été, mais tu as toujours peur de ça. Et du coup, de voir qu'elle a fait ce travail-là, cet effort-là, c'est extrêmement touchant. Donc non, j'ai été rejeté par mon grand-père. Okay. Mon grand-père paternel, pour le coup. Lui, il m'a plus jamais adressé la parole. Donc ça, c'est très triste, mais on va dire qu'il lui-même a été du coup un peu rejeté par le reste de la famille, parce que c'est chouette déjà. C'est moi qui ai été soutenu et pas lui, mais j'étais étudiant à Bordeaux quand j'avais 19 ans. J'ai fait une école de journalisme à Bordeaux, j'avais 19-20 ans. Et quand il s'est rendu compte, j'habitais chez mes grands-parents, et puisque j'ai pas pris un appartement, j'avais la chance que mes grands-parents soient originaires de Bordeaux et habitent à Bordeaux. Mais il m'a foutu dehors, donc il m'a mis les valises devant la porte. Ah oui, très radical. Donc voilà, ça n'a pas simplement été un rejet dans le sens je veux plus te parler, c'était vraiment un rejet de je te mets dehors de chez moi. Donc j'ai vécu ce rejet très violent, mais heureusement j'ai été soutenu par tout le reste de la famille, et ça compte. Mais hélas, ce grand-père, voilà, ça a été fini. C'est des moments. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles j'ai eu envie aussi de militer, notamment dans une fondation, une association qui s'appelle Le Refuge, qui recueille des jeunes ados, des jeunes adultes qui se font mettre dehors de chez eux
parce que leurs parents sont homophobes. Et Oui. ça, c'est sûr que c'est hyper violent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est presque la chance que tu as eue, même si ça devrait être, pas une chance, mais ça devrait être acquis, mais d'avoir une famille qui t'a écouté et qui a pris ton parti. Oui, j'ai Parce eu de que la c'est vrai que chance de ce ça aurait côté-là. pu être justement à l'inverse, justement presque d'avoir que ta grand-mère qui aurait pu être justement avec toi et peut-être Non, c'est pour ça que C'est du conflit, c'est important et je pense que c'est important d'en parler pour ces raisons-là. Bien sûr. Parce que je pense qu'on peut faire avancer les mentalités. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau. Hein, donc, mais si jamais ça peut contribuer à... Alors, la société a quand même beaucoup évolué Bien hein, sûr, par ouais. rapport à il y a 30 ans et elle évoluera encore sans doute dans le bon sens, j'espère. Je touche du bois. On espère. Mais c'est important. En tout cas, moi, je pense que ça fait partie de mon devoir aussi en tant que personnalité publique d'essayer de faire passer des messages. Ouais, de profiter de ta notoriété pour justement. Ah c'est oui, ça. oui, je me verrais pas faire autrement en tout cas. Donc c'est pas un effort, c'est pas réfléchi non plus, c'est assez naturel et pour moi c'est important. Et donc, par la suite, après tes études, tu as fait tes premiers pas à la télévision. Du coup, c'était en 1999 sur LCI. Ouais. Tu te souviens de ta toute première minute de direct à l'antenne ou pas? Alors en 99 j'ai commencé en faisant des petits reportages et des sujets, mais on ne me voyait pas encore à l'image. D'accord. La première fois qu'on m'a vu à l'image, c'était l'été 2000. Et effectivement, je me rappelle d'un stress énorme. Fin d'été, il y a le crash du Concorde. Ok, oui. Donc là, Grosse actu. il y avait personne. Donc on envoie le lendemain du crash du Concorde un jeune homme pour faire des duplex, qu'on appelle des duplex, des directs sur place. Et là, j'ai été mais genre terrorisé. Je trouvais pas le point de direct. Je suis arrivé avec ma bagnole, je me suis garé quelque part. J'ai réussi à les retrouver 5 minutes avant le direct. Là, j'étais hyper stressé. J'avais mon micro. Et là, j'ai dit n'importe quoi. C'est une catastrophe. Alors la moitié de mon papier, ça allait. Et puis à un moment donné, j'ai expliqué que l'avion s'était écrasé sur un hôtel, mais il avait évité un hôpital parce qu'il y avait un hôpital juste à côté. Donc, j'expliquais que ça aurait pu être bien pire. Et là, j'ai dit, on a frôlé la catastrophe. Et dire, on a frôlé la catastrophe quand tu as 120 morts et que l'avion s'est écrasé, c'est un peu maladroit. Voilà, Ouais. donc bon. Mais Mais c'était une première. Mais d'ailleurs, pour expliquer aussi aux gens qui nous écoutent justement le duplex, comment ça se passe? C'est Ouais. toi justement, on te dit Christophe, il s'est passé telle actualité, tu dois te rendre sur place. Ouais. Comment ça se passe? T'écris ton papier, comment c'est organisé? Tu genre, retrouves les équipes sur place qui généralement, eux, ils sont déjà installés à l'avance parce qu'ils filment des choses et ils sont mis en place à l'avance. Et puis parfois tu pars avec, donc là il y a pas de problème. Moi, on était partis séparément, ils étaient partis 2 heures plus tôt. Donc moi je suis arrivé un peu à l'arrache. Mais oui, tu arrives, on te met une oreillette où tu es branché directement avec le son de la régie. Donc là tu entends les journalistes en plateau qui disent on est en direct avec Christophe Beaugrand, vous êtes à quelques pas de là où l'avion s'est écrasé, etc. Et toi, tu as préparé ce qu'on appelle ton papier, le texte que tu dois dire. Et puis voilà, et tu sais que tu dois faire 1 minute. Et comment tu le prépares? Tu vas du coup sur place, tu dois cherches enquêter, des tu dois aller chercher informations des à droite à informations. gauche. Là, j'avais préparé des choses avant. Là, sur le premier direct, j'étais arrivé à l'arrache, donc j'avais pas Ouais. prévu grand chose. Mais j'avais Pas l'expérience. J'avais un pote à la rédaction au téléphone qui me lisait des dépêches et des infos, qui me donnait les dernières infos. Et puis après, j'ai un peu improvisé et tu dois tenir à peu près 1 minute, 1 minute 30. Et là, c'est ce qui fait que quand tu as l'habitude de faire ça, tu as l'habitude du temps. Tu sais quand tu commences à parler, là par exemple, je sais que ma réponse est très longue par exemple. Et je sais que je dépasse de loin la minute. Mais tu te rends compte un peu plus du timing. Quand tu sais que tu dois faire 30 secondes parce qu'on te dit là il faut lancer la pub, Oui. tu as l'habitude, tu le mesures, tu commences à prendre l'habitude. Au début tu l'as pas encore. Oui. Ça s'apprend, ça. Et comment tu entres chez LCI? J'ai fait l'école de journalisme de Bordeaux, donc où j'étais en études là-bas, où j'habitais chez mes grands-parents. Et j'ai eu mon stage de fin d'année, stage de fin d'études à LCI. Et c'est là que j'ai commencé. Donc je suis arrivé la première fois en avril 99. Et donc, ce serait quoi le conseil que tu donnerais genre à un jeune justement qui se lance dans ses études pour devenir Christophe Beaugrand? Alors, je lui souhaite de devenir lui-même parce que c'est très sympa d'être Christophe Beaugrand, mais il peut faire plein de choses en devenant lui-même, c'est quand même plus cool. De croire en son étoile, vraiment, de jamais lâcher. C'est pas forcément, tu vois, c'est pas en poussant les autres dans l'escalier que tu trouves ta place et que tu arrives à trouver du boulot. C'est souvent en y croyant plus que les autres. Et tu vois très vite les gens qui sont plus motivés. Tu comptes pas tes heures, faut bosser. Quand tu arrives en stage, tu demandes pas le jour de congé et l'heure à laquelle tu prends tes RTT. Ça, je le déconseille. Mais c'est pas si difficile que ça finalement de se faire remarquer quand tu as vraiment envie et quand tu bosses. Mais après,
Mais il faut bosser quand même. Ouais, il faut bosser. Ça n'a pas l'air, mais c'est un métier qui demande beaucoup de travail et d'abnégation. Et après, évidemment, c'est toujours mieux pour réussir à trouver un stage de faire une formation avec une école qui est reconnue par la profession. En journalisme, il y a maintenant, je crois, une douzaine, 13 ou 14 écoles qui sont reconnues par la profession. Là, tu trouves beaucoup plus facilement des stages. Et là, dès lors que tu as un stage, la différence, c'est sur le terrain que tu la vois. Donc, il faut bosser. Ok. Et après, du coup, bon là, tu as connu justement une certaine notoriété avec TF1. C'est quoi ce qui t'a le plus manqué de ta vie d'avant? Oh bah moi, en fait, ça a été très long. Hein. Donc, la notoriété, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. J'ai commencé mes premiers JT, effectivement, sur LCI l'année 2000. J'avais ce premier direct, mais il n'y en a eu qu'un. Et un an après, j'ai commencé à faire des JT. Je faisais les journaux la nuit parce qu'il y avait des journaux 24 heures sur 24 à l'époque. Donc, autant te dire qu'entre 1h et 6h du matin, à part ma mère et la fameuse mamie Janine, ma grand-mère, il n'y avait pas beaucoup de monde qui regardait. Donc, moi, je sortais en me disant, genre, on va me reconnaître. Mais on ne me reconnaissait pas, mais c'est normal. Mais non, et ça a mis beaucoup de temps avant que je m'installe. Après, j'ai bossé sur 50 Minutes Inside quelques années après, à la création de l'émission. Mais pendant très longtemps, j'étais tiens, c'est le mec de 50 Minutes Inside. Les gens reconnaissaient pas retenaient pas. C'est un mon début nom. de notoriété quand même d'être associé. C'est vraiment par étapes. Les gens pensent que c'est très rapide. Je sais pas si tu vois qui est l'ancien producteur de TF1 qui produisait Sacrée Soirée, qui s'appelle Gérard Louvain. Ouais. Il m'avait dit cette phrase une fois que je trouve géniale parce que c'est tellement vrai, en disant il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Oui. Parce qu'en fait, toutes les années avant, tu te construis, t'apprends. Les gens, tu commences à rentrer dans le salon des gens, les gens commencent à reconnaître ton visage, etc. Mais ça prend beaucoup de temps. Et au final, après, on a l'impression... Il y a une bascule sur une émission qui se fait. Il y a une bascule et les gens disent « tiens, c'est le nouveau là ». Mais en fait, c'est pas le nouveau, ça fait 10 ans que vous voyez ma gueule. Ça fait 10 ans qu'il est déjà sur LCI, sur des matinales. Vous m'aviez pas encore reconnu, mais c'est normal. Donc, c'est un truc qui prend du temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas en ayant une émission, tac, comme ça, du jour au lendemain, que tu acquiers cette notoriété-là. Et puis surtout, au-delà de la notoriété, c'est surtout l'histoire que tu crées avec les gens, la relation que tu finis par créer avec le public, où les gens te reconnaissent et ils te regardent parce qu'ils t'aiment bien, parce qu'ils savent un peu qui tu es, parce qu'ils savent ce que tu aimes, parce qu'ils connaissent tes engagements, parce que tu crées un lien aussi beaucoup, moi via les réseaux sociaux, où je réponds à des gens. C'est pas quelque chose, comment dire, tu le fais pas consciemment en voulant construire quelque chose, mais c'est quelque chose, ça se fait au fur et à mesure. Mais c'est une vraie relation. Moi, je dis toujours, c'est une espèce de relation de confiance avec les gens. Et aussi donc avec la chaîne. Oui, bien sûr. Parce que du coup, c'est vrai que là aujourd'hui, tu fais partie un peu des piliers de TF1. C'est une vieille chose. et comment justement, parce que tu as un profil assez particulier quand même chez TF1 où tu fais en même temps de l'information, je dirais plus stricte, plus... je sais pas comment mettre les bons mots, mais disons plus droit. Non, mais en tout cas, de l'information plus sérieuse, parce que ce matin encore, j'interviewais le vice-président du Rassemblement National, et puis 2 jours après, je peux dire pour sauver Paola, tapez 2 dans Secret Story, ou je peux dire, je peux faire les commentaires et être mort de rire parce que il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule dans la piscine dans Ninja Warrior, et je peux chanter le générique de Maya l'abeille aux grosses têtes. Oui, ça n'a aucun sens, je l'accorde. Et comment tu as fait accepter un peu au patron de la chaîne justement d'être en mode à la fois sur du sérieux, on va dire politique, et du divertissement? Mais ça s'est fait tout seul en fait, c'est marrant. Disons que j'ai un peu imposé ça aussi. On m'a jamais forcé à choisir et j'ai jamais voulu choisir. Pendant longtemps, il y a des gens qui m'ont dit dans le métier, tu devrais choisir, ça se fait pas de mélanger. Et en fait, pourquoi ça se ferait pas? Et moi, j'ai toujours été... moi, j'ai beaucoup d'exemples dans ma vie professionnelle de gens qui ont su faire ce mélange des genres-là. Nikos, qui a été un des premiers, qui est un de mes parrains dans ce métier, qui pour le coup a fait le JT en Grèce très longtemps, qui a continué à faire du LCI où il faisait des interviews culture et il faisait la Star Academy en même temps. Alors, effectivement, il présentait pas non plus des émissions d'infos où il interviewait des politiques, mais malgré tout, il avait cette double casquette. Il a fait les deux. Laurent Ruquier le fait beaucoup. Il a interviewé plein d'hommes politiques dans ses émissions le soir dans On n'est pas couché. Et il écrivait des sketchs, il écrit des pièces de théâtre. C'est dommage de rester coincé dans un seul exercice. Et il y a beaucoup de journalistes que je connais, qui sont extrêmement drôles, qui pourraient développer cette phase-là. Mais comme ils l'ont pas fait, c'est trop tard entre guillemets. Maintenant, ils sont un peu c'est dans très leur difficile de changer d'image. Dans la branche. Moi, j'ai toujours fait les deux en même temps.
Et j'ai la chance de pouvoir continuer à le faire. Et même par la suite, tu as fait de la radio aussi. Mais ouais, j'ai fait de la radio, j'ai présenté les petits matins de RTL, des matins de l'info, j'ai présenté des émissions, des débats politiques sur LCI. Là, du coup, tu participes aux grosses têtes sur RTL aussi. Je suis aux grosses têtes. M Radio, j'ai vu aussi. Ouais, M Radio, je fais des interviews culturelles, des interviews de chanteurs. Et puis en même temps, je fais de la télé-réalité. J'ai la chance, effectivement, je pense que c'est l'un des seuls dans le métier aujourd'hui à faire des choses aussi différentes. Mais c'est souvent des questions que me posent les gens du métier ou des gens qui font des interviews comme toi, mais le public me pose jamais cette question. J'ai l'impression que eux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, qui te voient sur LCI, te voient sur Secret Story Non, ou quoi, je pense que ça, là, quoi. Ça participe de la même volonté de partager avec le téléspectateur ou avec l'auditeur. Et parfois, je prends les gens par la main pour leur raconter l'information, puis parfois pour leur proposer une émission de divertissement où on va se marrer. Mais pour moi, c'est la même idée d'aller vers les gens et de partager. Et je pense que des questions que se posent pas mal de gens, c'est comment ça se fait qu'un présentateur qui est chez TF1 se retrouve sur d'autres chaînes ou d'autres radios? Alors, d'autres chaînes en télé, je suis que sur les chaînes du groupe TF1. Que groupe TF1 C'est-à-dire, je suis sur TMC pour Secret Story, c'est rediffusé aussi sur TFX. J'ai été sur LCI, mais c'est la chaîne info du groupe TF1. Donc, dans le groupe TF1, il y a plusieurs chaînes. Mais je peux pas aller travailler, évidemment, sur M6 ou France Télévisions. Ça, c'est normal, parce que c'est pas le même groupe. En revanche, en radio, là, je travaille sur RTL, qui est une radio du groupe M6. Donc, ça peut sembler compliqué, mais c'est de la radio. Et ils sont même, TF1 est même plutôt encourageant et ils trouvent toujours intéressant d'aller faire de la radio. Donc, c'est vrai que je fais de la radio sur M Radio, sur RTL. Toucher d'autres audiences aussi. Ouais, et puis ça te permet de travailler différemment. Tu apprends beaucoup. La radio, c'est très différent. Par définition, tu ne t'intéresses plus à l'image. Enfin, même si maintenant tout est filmé. Oui, mais maintenant, c'est la télé-radio. Oui, c'est un peu ça. Mais tu travailles très différemment. C'est quasiment que du direct, la radio. Et ça permet de développer et d'améliorer ton animation. Donc, à la limite, ça les arrange même. Ça nous permet, nous, les animateurs, d'essayer des choses différentes et d'améliorer notre façon de gérer un direct. Donc, c'est tout bénef, finalement. Et toi, en tant qu'animateur, tu as quel statut? Tu es en CDI, tu es intermittent? Moi, je suis en CDI. Tu es en CDI? Je suis en CDI, ce qui est rare. Mais oui, c'est très rare. C'est rare parce que d'habitude, les présentateurs ou chroniqueurs sont vraiment en contrat de grille, comme on dit, c'est pour 1 an ou 2 ans, et ils sont payés à l'émission. Moi, je suis un peu les deux, en fait. Je suis en CDI et j'ai aussi, je facture aussi à l'émission, certaines émissions arabes. C'est tout bénef. J'ai de la chance. Et justement, avant de parler de Secret Story, cet hiver, tu as aussi présenté un nouveau jeu de coup de télé-réalité, Tricheur, les Tricheurs, sur TFX. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce concept? L'émission était géniale. J'ai adoré ce programme parce que il y avait un truc. C'était un peu proche de Secret Story d'une certaine manière, puisqu'il y avait un jeu de poker menteur et qu'il fallait cacher des véritables identités, etc. Mais c'était un vrai jeu de stratégie et c'est ça qui me plaît. Et il y avait une mécanique aussi un peu proche des Traîtres, qui est une émission d'M6 que j'adore. C'est une tendance en ce moment. C'est ces jeux-là de traîtrise. J'adore ce jeu. On m'avait proposé les Traîtres d'ailleurs. De venir dedans? Oui, en candidat, j'aurais adoré. On m'avait évoqué, on m'a dit ça te dirait? J'ai dit non, je peux pas avec TF1, mais j'aurais adoré. J'adore cette émission, je trouve génial. et je trouvais il y avait cette filiation là qui me plaisait beaucoup et c'est une super émission. Ça a bien marché d'ailleurs. On a tourné ça. Là, c'était plutôt agréable puisque c'était en hiver qu'on a tourné ça à Tenerife. Et il faisait 25 degrés. Le cadre là aussi. Ouais. J'avoue, c'était plutôt agréable. Il y a pire comme tournage. C'est plutôt sympa. Mais comment ça se passe? Donc, tu disais que tu étais en CDI. Est-ce que c'est le fait d'être en CDI, il t'oblige à présenter cette émission-là? Parce que tu as un ordre de regard sur ce que tu présentes? On me propose des programmes, je peux refuser évidemment. Après, si tu refuses tout le temps, au bout d'un moment, évidemment, t'es gentil, quand même, t'es là pour bosser. Il y a quand même cette discussion-là où il n'y avait pas d'obligation du fait de travailler chez TF1. S'il y a une émission que tu sens pas et que t'as pas envie de faire, que t'as pas envie de défendre, tu la présenteras pas bien, donc c'est pas une bonne idée. Mais en l'occurrence, franchement, il y a, moi, je suis en phase. Je regardais beaucoup TF1 quand j'étais gamin. C'est un groupe, c'est une chaîne qui a des valeurs en adéquation avec les miennes. Donc, il y a peu de. Je pense qu'il pourrait peu me proposer des missions que j'aurais pas envie de présenter. Et ça pourrait être pour des problèmes d'emploi du temps. Si j'ai arrêté de présenter, par exemple, La Bataille des couples, qui était une émission que je présentais, que j'ai tournée je l'ai fait 2 saisons, mais j'ai refusé la 3e saison en République dominicaine parce que c'était un tournage très, très éloigné. Il fallait rester 2 mois et mon fils allait naître. Donc, je leur ai dit,
moi maintenant, je réserve mon temps de papa. Oui. Donc ça, c'est une émission à laquelle j'ai dit non. J'ai appris un peu plus à dire non à un certain nombre d'émissions depuis Valentin, parce que mon rôle de père, tu l'as dit en début d'interview, c'est quelque chose de viscéral et très important dans ma vie. Donc oui, il y a des choses auxquelles j'ai dit non, mais pour des raisons familiales. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Quand c'est une émission qui m'amuse et que ça colle avec mon emploi du temps, moi, je suis ravi de le faire, bien sûr. Et parlons aussi du gros morceau du coup qui t'occupe en ce moment, donc Secret Story. Oui. Donc tu as repris les commandes après Benjamin Castaldi. C'est ça, Avant, c'était en ça 2015. s'appelait Love Story à la base. Alors, à la base, il y a eu Love Story pendant 2 saisons présentées par Benjamin Castaldi. C'est ça. Après, ça s'est arrêté quelques années, ce type de télé-réalité. Et Benjamin est arrivé sur TF1. Et là, il a lancé Secret Story. C'était en 2007. Donc, ça va faire 20 ans l'année prochaine. Puis après, il y a eu une petite pause encore aussi. Il a présenté l'émission pendant 8 ans. Ouais. Et à partir de la 9e saison, moi, j'ai présenté la 9, 10, 11. Et ensuite, ça s'est arrêté pendant 6 ans. Et c'est revenu depuis 2 ans. Là, c'est la 3e saison. C'est revenu en 2024. Est-ce que c'est scripté, Secret Story? Non, pas du tout. Alors, scripté, ça voudrait dire scénarisé. Oui. C'est pas scénarisé comme d'autres émissions de télé-réalité, type Les Anges de la télé-réalité, où les choses sont beaucoup plus scénarisées. Non, il y a, on choisit des candidats, des gens qui n'ont jamais fait de télé-réalité et qui sont nos habitants de la Maison des Secrets. Et là, ils sont coupés du monde pendant le temps de l'expérience, donc en fonction du temps qu'il reste de leur élimination dans le jeu. Et là, ils ne voient personne, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la maison, c'est filmé avec des caméras automatiques. Ils ne voient pas les caméramans, on ne leur indique rien. Ils ont simplement, quand ils vont dans le confessionnal, des interviews. C'est comme ça qu'ils racontent les choses de ce qu'ils vivent. Obligatoire du coup pour faire de la narration pour raconter l'histoire et pour raconter les épisodes qu'on voit tous les jours sur TMC. Mais là encore, ils ne voient pas les journalistes, ils ont juste la voix off, comme ils ont la voix off de La Voix. Et ils sont totalement coupés du monde. Et là, on leur propose juste des pistes de jeu et c'est eux qui se saisissent des choses. C'est même l'inverse, c'est eux qui écrivent leur histoire et nous, ensuite, on utilise ce qu'ils vont raconter, leur vie, ce qui leur arrive, les inimitiés ou les amitiés ou les amours qui peuvent se créer. Et ça, c'est en partant de ça que nous, on raconte l'histoire. C'est plutôt eux qui nous donnent la matière, c'est pas l'inverse. Oui, parce que j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, l'histoire, ils se la créent, même d'autant plus que maintenant, il y a beaucoup plus cette conscience-là, contrairement aux premières éditions où les talents, enfin, les candidats venaient et il y avait un peu cette notoriété soudaine de l'émission. Alors que là, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un peu plus de, disons, maîtrise de communication de certains candidats qui sont dans une certaine réflexion. Non, mais c'est ça qui est un peu dommage. Ce qui est dommage, oui, je pense. Certains réfléchissent un peu trop à leur image, mais après, le naturel revient au galop quand tu habites dans un endroit et que tu peux pas sans arrêt te contrôler, c'est pas possible. Mais ce qui est rigolo, c'est que vraiment, ils nous lancent des pistes de jeu. Moi, je sais qu'il y a une candidate qui s'appelle Maguette qui pensait qu'une de nos candidates, Océane, elle a lancé en lisant des indices qu'elle avait reçus, elle a lancé un truc mais totalement délirant que Océane se serait fait écraser par une vache quand elle était jeune ou je sais pas quoi. Il y a un truc totalement délirant. Donc on a joué le délire jusqu'au bout et on a lancé une supercherie. On a fait croire à tous les habitants que effectivement le secret de cette fameuse Océane était qu'elle avait une relation particulière avec une vache quand elle était petite. C'était à mourir de rire. Mais ça, on l'aurait jamais créé si une candidate nous avait pas donné ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que nous, on réagit en permanence pour raconter l'histoire à partir du matériel humain qu'ils nous donnent eux. Et c'est vraiment, sont les candidats qui sont à l'origine de tout dans cette émission. Et c'est ça qui est très excitant. Vous avez des auteurs justement après vous qui viennent justement se servir de toutes ces brides-là pour venir peut-être essayer de créer les petites activités autour. Non, c'est pas des auteurs. On a une équipe de ce qu'ils appellent les stimuli. C'est-à-dire que pour lancer des stimulations, en fait, c'est des exercices psychologiques. C'est comme ça qu'on appelle tout un tas d'exercices psychologiques qui sont faits dans des études de psychologie ou des études sociologiques. Donc le fameux téléphone rouge, typiquement, toutes ces choses-là. Le type de, par exemple, de défis qu'on peut leur lancer, de missions ou de dilemmes, ce genre de choses, ça c'est de stimuli et on crée des situations psychologiques. Et ensuite, on voit comment ils réagissent. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience scientifique. Oui, et sociale. Et sociale et sociétale. C'est ça que je trouve passionnant dans cette émission. C'est très différent des émissions dites de télé-réalité qu'on voit beaucoup sur les chaînes, mais qui sont effectivement beaucoup plus fabriquées et où là, on leur demande un peu de dire là, ce serait pas mal que tu te mettes en couple avec machine, machin. Là, nous, on part d'une feuille vierge, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, qui se rencontrent au moment. Ils sont même, avant de rentrer dans l'émission, séparés les uns des autres, dans des chambres d'hôtel séparées. Ils ne se croisent jamais avant l'arrivée dans la maison. C'est là vraiment qu'ils font connaissance. Non, moi, je trouve ça passionnant. Je pourrais en parler des heures parce que c'est bien au-delà
d'une émission de télé. C'est ça que je trouve génial. Et toi, ton rôle justement, tu présentes donc, mais Ouais. c'est au-delà de la présentation, parce que nous, on te voit pendant les quotidiennes, pendant les prime time tous les vendredis. Alors, il n'y a du que coup. les prime time qui sont incarnés, les quotidiennes. C'est que de la maintenant, voix elles off, ouais. sont que en voix off. Moi, j'ai fait les quotidiens à l'époque à 9, 10, 11. Ok. Mais depuis la saison, depuis le retour de la Starac, hein, Oui. on est dans les émissions tout en images pour des histoires de coups essentiellement. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais ça me permet de partir un petit peu en vacances. Donc Oui, puis ça te permet d'avoir un peu de temps pour toi, parce que oui, au-delà justement de la présentation, est-ce que toi, tu interviens à un autre niveau justement dans le jeu? Non, sur la préparation, oui, bien sûr, sur la préparation du Prime, on discute tous ensemble, on lance des idées. Je suis à l'écriture de l'émission aussi avec ma copine auteure qui s'appelle Python, qui est super et qui a travaillé avec Castaldi depuis la première saison de Secret, qui connaît très bien l'émission de l'intérieur. Donc oui, moi c'est surtout sur la mise en place du Prime, les différentes épreuves ou les différents jeux qu'il peut y avoir en direct. Oui, ça je suis associé à ça. Après, la vie dans la maison, là il y a des équipes qui s'en occupent. Donc moi je suis pas au même niveau que tout le monde parce qu'on me donne quelques infos supplémentaires parce qu'on peut pas toujours tout montrer dans les épisodes parce qu'ils durent cinquantaine de minutes sur 24 heures d'aventure, donc on peut pas tout montrer. Mais sinon, oui, moi je suis premier spectateur du programme. C'est ça que je trouve génial. Moi, j'attends avec impatience. Là, quand on aura fini l'interview, je vais rentrer puis je vais pouvoir voir la quotidienne du jour pour savoir ce qui va se passer. Parce que du coup, toi aussi, t'es spectateur des quotidiennes. Alors totalement. Et comme ça, pour voir quelle matière on va nous donner pour qu'on puisse faire le Prime le soir. C'est ça qui est génial. Et donc, en vrai, bon, Secret Story, c'est quelque chose qui suscite pas mal d'intérêt justement. Ouais. Il y a pas mal de fausses idées reçues. C'est quoi justement la plus grosse fausse idée reçue sur Secret Story? Ah bah, que ce sont des comédiens et que c'est écrit et Oui. qu'on leur donne qu'on leur dit de donner un texte, qu'on leur dit de parler. Non, c'est pas vrai. On suit leur réalité, c'est ça qui est génial. Et puis que c'est truqué pour les votes ou ce genre de choses, parce que Ah oui, bien sûr. on a un huissier de justice qui surveille évidemment de près, parce que ce sont des votes payants. Bien sûr. Donc oui, évidemment. Oui, c'est une obligation d'avoir un huissier de justice. Donc pour ça. il y a tout ce genre de choses-là. Après, il y a toujours un peu de paranoïa autour de cette émission, mais ça. Que la production fait exprès d'écarter certains candidats. Mais, ouais, mais ça va avec le programme. Qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la petite légende autour de l'émission. Et ça veut dire que les gens s'approprient l'émission et qu'ils se passionnent pour le programme. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Et Ce qui est le plus difficile en vrai, y compris pour eux, parce que moi je garde toujours le contact avec les candidats et je continue de leur parler une fois qu'ils sont sortis. Là j'ai changé encore avec Arwen qui est sorti il y a quelques semaines. Là, ce qui peut être dur, c'est les critiques sur les réseaux sociaux parce que les gens oublient parfois que les personnes concernées peuvent lire ce que vous écrivez parfois quand vous vous lâchez un petit peu trop. Alors c'est normal quand on est pour ou contre certains candidats de se passionner, mais parfois ça va trop loin. Et c'est vrai que c'est dur pour eux, je dis pour ces gamins parce qu'ils sont quand même assez jeunes, ils sont là entre 22 et 28 ans. Eux, ils n'ont jamais eu de notoriété. Du jour au lendemain, ils se retrouvent en sortant de l'émission avec propulsé voilà. avec C'est une pas audience. ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ma notoriété, elle est arrivée au fur et à mesure, tranquillement. Puis c'est mon métier, je sais le gérer. C'est pas toujours agréable, mais ça se gère, tu vois. Alors que là, quand du jour au lendemain, on te reconnaît dans la rue, etc., notamment par un public jeune qui est parfois très investi, très engagé, donc qui n'hésitent pas à venir, qui n'hésitent pas à envoyer des messages, ça peut parfois être une pression difficile à vivre. Donc voilà, il faut essayer de prendre un peu de recul. C'est pas facile, mais on est là pour les aider. Et qu'est-ce qui t'a le plus coûté justement avec cette notoriété? J'ai envie de honnêtement pas grand-chose. Hein. Je vais pas me plaindre. Hein. J'ai la chance de faire je te dis le métier que je voulais faire. Alors parfois, oui, tu voudrais être tranquille, tu voudrais pas toujours qu'on te reconnaisse. Mais franchement, je suis pas Madonna non plus, donc on me reconnaît pas à tous les coins de rue. Oui, à bon niveau. Tout va bien, tu vois. Et généralement, quand les gens te reconnaissent, ils sont plutôt sympas. Pour avoir une bonne table dans un restaurant, je ne te cache pas que quand tu arrives et qu'on te reconnaît et que tu avais la table à côté des toilettes, tu te retrouves avec une table plutôt en terrasse, j'avoue. Certains privilèges. Donc je vais pas me plaindre, ce serait malvenu. Non, ce qui peut être compliqué parfois, effectivement, ce sont les réseaux. Mais ça n'existait pas quand j'ai commencé mon métier. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est arrivé en cours de route et c'est la haine qu'on peut y lire parfois et les gens qui se croient tout permis, qui se croient permis de t'insulter, de dire des choses sur toi, sur tes proches, sur ta famille, très violents, voilà, parfois des critiques très violentes et des messages d'insultes, des menaces de mort, ce genre de choses. Là, on dépasse le cadre de la célébrité, de la notoriété. On est dans un truc vraiment d'agression. D'ailleurs, je porte plainte, ça peut arriver. Oui, bien sûr, faut pas laisser passer Je ça. l'ai déjà fait. Et voilà, parfois les gens pètent totalement les plombs. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais le reste, franchement, tout va bien. Eh bien, écoute, Ce serait malvenu de se plaindre. Hein. je vais te proposer un petit jeu.
qui s'appelle Ça flotte ou ça coule. Oui. Je te donne simplement des situations. Tu me dis ça flotte ou ça C'est coule. un peu un j'aime pas, quoi. Ça flotte, on valide, ça reste en surface, ça Parfait. coule, on laisse couler. Très bien, on va voir. Porter un slip rouge avant chaque direct pour se porter chance. Ça flotte ou ça coule? Alors ça flotte, mais mon slip ne flotte pas. J'aime bien qu'il soit bien serré pour me concentrer. Non, alors oui, alors j'ai dit ça dans une interview, donc forcément on me pose la question. Mais oui, j'ai un slip porte-bonheur. Enfin, un type de slip. Ce n'est pas le même slip. C'est un type de slip. J'ai pas toujours le même slip, mais généralement pour une première émission, je mets un slip rouge qui me porte bonheur. Voilà. C'est ton gris-gris à toi. J'ai mon gris-gris qui est rouge-rouge, et c'est mon gris-gris, mon slip rouge porte bonheur. Et généralement, c'est associé à une belle énergie et à de bonnes audiences. Voilà. Là, je suis embêté, je l'ai pas aujourd'hui, mais ça va marcher quand même. Hein. Il faut pas que ça coule là le aujourd'hui. podcast va marcher, j'en suis sûr. Perdre un pari et prendre l'antenne après avoir un peu consommé de l'alcool. Ça flotte ou ça coule? Alors, ça flotte. Mais parfois, on peut mettre un petit peu la tête sous l'eau, mais ça flotte. Non, je bois toujours un petit coup sur les primes. Mais pas. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, j'adore cette anecdote. Pas le matin, pas sur Bonjour le matin, parce qu'à 10h du mat, j'étais une femme 10h du mat, allez. marsouillée. petit comme ça. Sky. Mais j'avoue, pour les primes, petite coupette de champagne, j'aime bien. Pendant l'émission, de temps en temps, je m'amuse. Ça permet de se désinhiber peut-être un peu. Exactement. J'ai pas besoin de beaucoup me désinhiber, il faut faire gaffe. Mais ça détend, voilà. Ok. Ouais, ça c'est. Mais bon, avec modération, évidemment. Et puis je partage avec mes camarades. La production de TF1 t'annonce que tu remplaces Denis Brognard pour le prochain Koh-Lanta. Ça flotte ou ça coule? Alors, si jamais je suis obligé, je vais le faire. Mais honnêtement, Denis est tellement viscéralement associé à Oui, c'est Koh-Lanta vrai. et puis c'est mon pote Denis que je me vois pas du tout présenter l'émission. Tu vois, alors après évidemment personne n'est irremplaçable, mais je pense que je serais pas la meilleure personne pour. J'aurais trop envie de rire souvent. Oui. C'est hyper sérieux, c'est hyper premier degré Koh-Lanta. Donc moi j'ai envie de me marrer. Donc je pense que je les ferais marrer, ça irait pas du tout. Ça collerait pas. Non, en revanche, moi ça fait des années que je demande à Denis d'être candidat. Moi je rêverais de faire Koh-Lanta. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien Ah ouais, moi ça m'éclaterait. voir plein de personnalités de la télé faire se retrouver. Ah non, mais alors il me dit non parce que c'est pas possible. C'est la règle du jeu, c'est pas de people. Ils l'ont fait avec des sportifs, mais il faut être sportif. Alors, je ne suis pas assez sportif, mais ouais, non, j'adorerais. Koh-Lanta, j'adore. Justement, la prochaine, c'est un peu dans ce que tu viens de dire justement. Animer une émission de libre antenne politique très sérieuse, mais la chaîne dit aucun humour possible. Ça flotte ou ça coule? Oh, je dirais que ça flotte, mais ça coulera de temps en temps. Alors, peut-être que ça durera pas parce qu'ils vont me virer, parce que de temps en temps il y aura un peu d'humour quand même. Mais oui, la politique ça me passionne et là je vais regarder de près ce qui va se passer à la campagne électorale de 2027. Alors je vais pas présenter d'émission politique cette année, mais dans l'émission que je présente tous les matins qui s'appelle Bonjour avec vous, qui revient là fin août. Là on est sur des questions du quotidien, on répond aux questions des gens, mais on parle beaucoup de questions qui, je pense, vont être au cœur de la présidentielle. Donc, je pense que on va malgré tout parler de politique, même si je n'interviewe pas directement des politiques. Oui. Et comme ça me passionne, je suis très heureux avec cette émission d'essayer de sentir un peu le pouls de la société française. Ça, c'est passionnant. Et devenir connu sur les réseaux sociaux pour essayer de participer à Secret Story. Ça flotte ou ça coule? Ah bah ça coule. Ça coule parce que c'est plutôt l'inverse. C'est quand tu es passé par Secret Story, après tu peux essayer d'acquérir une notoriété sur les réseaux sociaux. Nous on a eu ce problème-là il y a 2 ans quand on a relancé Secret Story. Parce que j'allais dire, il y avait des profils quand même. On a eu, sur la première saison qu'on a faite, je crois qu'on avait 14 candidats, on a eu 4 profils de personnalités qui étaient déjà un peu connus sur les réseaux. C'était un test du coup pour Moi, vous je aussi? ne les connaissais pas, c'était une erreur. Okay. Au-delà du test, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'on n'avait pas conscience qu'ils étaient connus à ce point-là, notamment pour Charlène et Francesca, qui étaient des très bonnes candidates. La question n'est pas là, mais c'est que les gens ont trouvé que c'était un peu truqué, un peu pipé, et que l'émission elle était faite pour vraiment mettre en avant des personnalités qu'on ne connaissait pas du tout. Et d'ailleurs, on a cramé leur secret tout de suite parce qu'ils ont été reconnus par un candidat. Donc, le fait qu'elles soient en couple, c'était un secret qui a sauté l'émission. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de notre couple de cette année, Océane et Arthur, qui n'ont pour le coup toujours pas été, en tout cas à l'heure où on enregistre cette émission. Qui sont bons pour l'instant. Voilà, à l'heure où on tourne cette émission. C'est pas évident. On ne sait pas si ça évoluera d'ici là, mais en tout cas pour l'instant, leur couverture tient toujours. Ils n'ont pas été buzzés en tant que couple. Et moi, mon plaisir à chaque prime, c'est d'annoncer aux candidats éliminés, vous savez que Arthur était en couple. Ah bon, mais qui? Non, c'est pas possible. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore. Une soirée repassage devant Plus belle la vie, ça flotte ou ça coule? Alors c'est pas des soirées généralement. Moi, je fais ça plutôt le midi ou en début d'après-midi.
J'adore regarder J'ai vu que Plus c'était ton belle la péché vie. mignon. C'est mon péché mignon, mais c'est pas forcément le soir, mais je pourrais le faire le Oui. soir. Donc ça coule, ça flotte, pardon, ça flotte. Ça flotte. Ça flotte. Oui, je regarde mes replays de Plus belle la vie en faisant mon repassage. J'adore faire le repassage. Oui, c'est une passion personnelle que ma maman m'a transmise. Elle était très maniaque. Et ton Donc- ancien furet Barney qui te vole tes éponges et les cache dans les trous du canapé, ça flotte ou ça coule? Alors ça a flotté longtemps. Ouais. Oui, j'ai eu un furet il y a quelques années, il y a très longtemps. C'est drôle ça. Et on avait un canapé, tu sais, avec de la mousse à l'intérieur. Il avait créé des galeries. Et Dans le canapé? Oui, dans le canapé. Et il piquait des trucs. Et notamment, sa passion, c'était de piquer des éponges. Il collectionnait des éponges. Voilà, ça n'a aucun sens, hein, tout ce qu'on raconte là. Mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est très mignon, un furet. Voilà, c'est très chou. C'est très câlin. C'est original en plus, Ça dans pue une un peu, petite cavité. Ah oui, c'est vrai? Oui, ça pue un L'odeur, petit c'est peu. pas. Bah, c'était mon ancien mec qui me l'avait offert. Je ne sais pas s'il m'envoyait un message comme ça. Mais voilà. Pas le furet, bon. Mais le pauvre, il n'a pas tenu longtemps. Il est mort à 2 ans seulement. Ah, tu t'es assis sur le canapé? Non, le pauvre, c'est ma chienne Ah, où? qui l'a tué. Elle Ok. lui a fait le coup du lapin. Pour... J'ai pleuré pendant une semaine. Voilà. Allez, Je serais attaché à mes animaux. Bon, bah, il n'y a plus de problème avec les éponges. Non, il n'y a plus de furet, il n'y a plus qu'un chien, un nouveau chien. Ok. Comment s'appelle le chien? Elle s'appelle Ah, c'est Madame. Maintenant, je te la fais plus rapide et tu me dis directement si ça flotte ou ça coule. Yes. Le rugby plutôt que le foot, ça flotte ou ça coule? Ah, je suis plus rugby, ouais, donc ça flotte, ouais. Le titre ménagère de moins de 50 ans. Ah, mais ça coule. On ne dit plus ça maintenant. On dit FRDA, femme responsable des achats de moins de 50 ans. Pour tout vous dire, c'est une catégorie publicitaire. Grosso modo, ce sont les cibles publicitaires qu'on doit viser avec nos émissions parce que ce sont les pubs que les annonceurs veulent le plus acheter. Donc voilà, et pour que nos émissions fonctionnent, il faut que ça plaise à cette fameuse FRDA. Anciennement, on disait ménagère. Donc ça coule. Dessiner tes propres bandes dessinées. Ça flotte ou ça coule? Ah, ça flotte. J'adorais dessiner de la BD. J'ai moins le temps aujourd'hui, mais j'en ai fait beaucoup quand j'étais gamin. Ma mère était même persuadée que j'allais devenir dessinateur de BD. L'oreillette qui te demande de mettre du suspense. Ça flotte ou ça coule? Ah, ça flotte. On me dit souvent T'aimes bien ça? à l'oreillette. Bah, j'adore, mais il me le dit à l'oreillette. C'est pas que de ma faute. C'est pas mais- stressant justement en mode. Ah bah moi, ça me stresse pas, mais ça stresse vachement les candidats. Moi, je trouve ça très rigolo. Oui, je mets toujours beaucoup de suspense au moment de l'élimination d'un candidat et j'essaye de faire durer un peu le suspense parce que c'est vachement d'excitation. C'est excitant pour le téléspectateur aussi. Alors, parfois, c'est plus ou moins serré. Parfois, certains candidats, on va dire, ils sont un petit peu moins populaires, donc tu as un peu plus d'idées, mais parfois, il y a vraiment du suspense. Et là, c'est génial. Et je sais que les candidats, ils m'en veulent toujours. Hein. À la fin, ils me disent « Mais non, c'est dégueulasse, ce C'est suspense stressant. C'est dégueulasse !» Mais ouais, j'aime bien ça. Ouais. La purée maison, ça flotte ou ça coule? Ah bah ça flotte. Moi, j'adore cuisiner. L'alcool, L'alcool, ça flotte ou ça coule? moi, j'en bois pas énormément, mais trop, ça coule. Pink TV. Ah bah Pink TV, ça a longtemps flotté. Là maintenant ça coule, c'est que des pornos. Alors j'explique, c'était une chaîne gay, une chaîne 100% gay et ben oui. Et j'ai présenté une émission, mon premier talk show que j'ai présenté à la télévision, c'était en 2004. C'est pour vous dire, c'était il y a 22 ans. Entre 2004 et 2006, je l'ai fait pendant 2 saisons. Et c'était mon premier talk show avec des invités célèbres, etc., des chroniqueurs. C'était génial. Donc ça a longtemps flotté. Et puis après, ça a coulé en ce qui me concerne parce que pour le coup, sur le porno, je n'avais peut-être pas les capacités requises. Je n'ai pas été sélectionné. Bon. Mais j'aurais pas pu, je pense. Dans une autre vie, Pour un peut-être. court-métrage, peut-être un court-métrage. Et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est compliqué. Ça flotte et parfois ça coule. Ça flotte parce que c'est une façon de communiquer directement avec les gens qui enrichit énormément ta façon de travailler parce que tu as un retour, un feedback direct sur ce que tu fais et ça permet d'abolir vraiment les distances qu'il y a entre l'animateur, les personnalités en général et le public. Donc c'est passionnant, ce contact, ce rapport-là est passionnant et parfois ça coule parce que sur un certain nombre de réseaux, notamment sur X, qui est le réseau social de l'enfer, hein, anciennement Twitter, les gens pratiquent la haine dans une totale impunité et c'est devenu une espèce de Far West parce que Elon Musk, qui est le propriétaire de X, lui, il ne veut pas mettre comment on dit, ce qu'on appelle de modération. Ouais, zéro Donc modération, tout le bien monde sûr. dit tout et n'importe quoi. Il y a du racisme, de l'homophobie, de la haine en ligne et c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui peuvent commettre l'irréparable à cause de ça. Moi, je milite dans plusieurs associations contre l'homophobie et il y a énormément d'attaques homophobes très violentes, de racisme. Enfin, c'est honteux ce qu'on peut lire. Donc oui, quand c'est un réceptacle de haine, clairement, Ouais. ça coule. Bah, X est un peu Ouais. propice à ça, quoi. Je trouve que X est Permet. en train de méchamment couler. Mais je veux pas mettre bébé avec l'eau du bain, comme on dit, parce qu'on est sur une métaphore liquide. Mais par exemple, Instagram, j'adore.
TikTok, c'est super aussi. Il y a plein de Facebook, c'est un peu plus pour les grands-mères, mais j'adore Facebook aussi. Donc, non, il y a il y a encore plein de réseaux sur lesquels on peut se parler, se respecter. Est-ce que tu as déjà conduit un bateau? Oui, parce que mon papa faisait du bateau. C'est vrai? Quand j'étais petit, c'était un voilier. Mais donc oui, j'ai conduit un bateau. Oui. Bah trop bien, parce que du coup tu vas C'est pouvoir moi qui piloter. vais conduire. Oh Tu vas merde. pouvoir piloter. Je vais essayer d'écraser On personne. va voir si t'as gardé Le pied marin. le Non, mais pied marin. Ça va, c'est il mignon. va pas ça va. trop vite, Non, celui-là. normalement ça va. Il faut pas le On n'est pas permis, fou non parce que plus. j'ai pas le On permis n'est pas bateau, fou quand non même. plus. Non, c'est bon, c'est bon. On peut aller plus vite ou t'es à fond? Non, on peut aller plus vite, j'étais en bon. Normalement, alors, t'as la poignée à droite pour Ah, avancer, reculer. Alors. Ah oui, je suis de reculer là. Normalement, tu recules, tu peux avancer. Ah! Je remets en avant. Hop là. Et Ah oui, c'est d'accord, on parti. accélère comme ça. Ok, Et voilà. très bien. Eh ben, on est parti. Haha! Non, c'est bon. Ah, c'est bon, là, ça avance, c'est bon. Faut que ça mette le temps et après, justement, faut se calibrer un peu. Ah oui, c'est ça, je comprends. Tout va bien. Il y a des gens plus à l'aise que d'autres. Non, mais tout va bien se passer. Et donc, parlons un peu de ton combat un peu le Personne plus se baigne, viscéral. donc tout va bien. Oui, non, pour l'instant, ça va. On va éviter Je n'écrase de. personne, c'est le principal. C'était avec. Oui, c'est Chirine, justement. Il y avait des gens, on a essayé d'aller toper des gens dans l'eau. Et justement, parlons de ton combat le plus viscéral. On en a parlé, justement, celui d'être devenu papa. Ouais. Tu as eu recours à une GPA aux États-Unis Ouais. pour la naissance de Valentin. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà expliquer Pardon, ce que je vais trop c'est vite. que la GPA? Alors la GPA, c'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire une mère porteuse. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui a porté notre enfant, en fait. Et aux États-Unis, c'est extrêmement réglementé. Donc tu as deux femmes qui rentrent en ligne de compte. T'as d'un côté une qui a fait un don d'ovocytes et on a fabriqué un embryon, et une autre femme, donc qui n'avait pas de lien génétique avec ce bébé, l'a porté. Voilà. Ok, et pourquoi les États-Unis? Alors les États-Unis, parce que en France, ça n'est pas légal d'avoir recours à la gestation pour autrui. Aux États-Unis, c'est extrêmement encadré, légalisé. Il y a un suivi psychologique pour ces femmes, etc. Donc c'est une question qui est un peu complexe, parce que beaucoup de gens ont parfois on va dire des fantasmes autour de ça, et pensent que on utilise des femmes dans la misère, ce genre de choses. Et aux États-Unis, c'est très réglementé. C'est uniquement des femmes qui ont des bons moyens financiers, des bons revenus, qui ont déjà une famille. Qui sont évidemment consentantes. Qui sont évidemment, voilà, non, mais en revanche, il existe effectivement, et c'est pour ça que parfois les gens ont une vision un peu biaisée de ça. Il existe des espèces de filières, des réseaux, notamment avec des pays de l'Est, où là, en Ukraine, il y en avait beaucoup, notamment avant la guerre, là maintenant moins évidemment, mais il y avait des réseaux qui s'organisaient pour, moi on m'avait parlé d'une jeune fille de 25 ans qui en était à sa 4e grossesse et qui faisait vivre toute sa famille comme ça. Alors évidemment, ça doit ressembler à ça, c'est horrible. Oui. Et nous, on a gardé un contact très proche avec Whitney, qui a porté notre petit garçon, avec son mari qui s'appelle Jacob. Et c'est vrai que pour nous, ils font un peu partie de la famille Ouais. un peu éloignée, mais c'est assez compliqué de réussir à comprendre la relation qu'on a pu construire. Mais tu vois, ils sont venus à Paris il y a 2 ans, ils sont venus une semaine à la maison pour revoir Valentin, pour visiter Paris, ils n'étaient jamais venus. On leur a fait visiter la Tour Eiffel, le château de Versailles, tout, c'était génial. Donc on a vraiment un lien très fort qui est né avec eux deux. Et avec leurs enfants aussi, avec leurs filles. Et ça, du coup, ça a été. Comment tu as choisi de. Enfin, j'ai vu que tu as communiqué là-dessus sur tes réseaux sociaux, tu en as parlé médiatiquement. Est-ce que c'était quelque chose de compliqué peut-être d'en parler, du fait en plus que ça soit illégal en France? En fait, à la base, on avait communiqué avec Ghislain sur mon mari, sur notre mariage. Et ensuite, voilà, on est devenu papa. Et moi, c'est un truc que j'avais envie de partager. On était tellement heureux que j'avais envie de partager. Et j'avais pas envie de mentir aux gens. Oui. Et je trouvais chouette de raconter l'histoire, parce que justement, à la base, j'avais juste répondu à une interview, en fait, pour un magazine, pour le magazine Gala, où j'avais raconté comment on était devenus parents. Parce que je recevais, en fait, quand j'avais dit qu'on était devenu papa, j'avais reçu des messages horribles, en fait. Et je m'étais dit, j'ai pas envie de laisser des mauvaises personnes parler à notre place et raconter des choses
sur nous, quoi, sur notre famille, etc. Ça me faisait de la peine. Et il se trouve qu'en lisant cette interview, il y a un éditeur qui m'a contacté, les éditions Plomb, un mec génial qui s'appelle Grégory, et qui m'a dit je pense que ce serait important de raconter à quoi ça ressemble, raconter ce que c'est vraiment cette histoire. Et je me suis lancé dans l'écriture d'un livre. Fils à papa, c'est ça? Exactement, un S à papa, puisqu'il y en a deux. Bien sûr. Et c'est vrai que moi j'avais dit au début, l'éditeur il m'a dit je peux te mettre à disposition un auteur, un journaliste. Je dis mais non, c'est des trucs tellement personnels, il faut que ce soit mes mots. Donc je vais commencer à écrire quelques chapitres. Si ça te va, on y va. Si tu penses que ça te plaît pas, si tu penses que ça le fait pas, je préfère qu'on lâche l'affaire, tu vois. Et ça lui a plu, ça a bien fonctionné. Et puis voilà, ensuite j'ai fait la promotion pour la sortie du livre. Et effectivement, ça m'a permis de raconter l'histoire de Valentin. En fait, c'est pour Valentin et pour Whitney aussi que j'avais envie que cette histoire soit racontée parce que c'est une vraie histoire d'amour et pas une histoire de… tu vois, quand je lisais des gens, je lisais des messages de gens qui disaient vous avez acheté un bébé, ce genre de choses. C'est horrible de dire ça à un gamin et c'était horrible aussi de dire ça, même si elle ne pouvait pas le lire, mais de dire ça de cette femme qui, nous… a changé notre vie et tout ça, donc c'était par respect pour elle aussi que je l'ai fait. Oui, t'avais envie qu'il grandisse vraiment avec la transparence la plus totale en fait. Lui, de toute façon, il connaît son histoire. Il a une photo de Whitney dans sa chambre, il a une photo de Whitney enceinte qui est dans le bouquin aussi que j'avais publié d'ailleurs, parce que pour moi, c'était important qu'il connaisse son histoire. On a gardé le contact aussi avec sa donneuse d'ovocytes qui s'appelle Bruna. Donc on s'envoie des messages de temps en temps, un peu moins souvent qu'avec Whitney, mais on le fait toujours. Donc on est resté super proche. Et pour moi, c'est très important qu'il soit fier aussi de sa famille, de son histoire. Et j'en suis fier aussi, on n'a pas à avoir honte, donc il n'y a pas de raison de se cacher. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de tout raconter. Et je trouvais ça plus simple. Oui. Et en parlant de famille, justement, malheureusement, en juin 2024, il est arrivé un peu une tempête chez toi. Du coup, il y a du coup un homejacking 2025. 2025, l'année dernière, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, je pense qu'il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière. Et homejacking du coup. Ouais. Chez toi, est-ce que tu peux nous raconter comment ça c'est cette histoire folle en fait Oui, alors ça c'est terrible parce que c'était début juin 2025 et on en avait parlé, c'est ça qui est incroyable, on en avait parlé la veille avec mon mari Ghislain parce qu'il y avait eu un cambriolage dans le quartier et je sais pas pourquoi on en avait parlé. Parler de cambriolage ou de homejacking justement? Les deux, en fait, ok. les deux. Genre, et qu'est-ce qu'on ferait si jamais ça arrivait? Je te jure, et ça arrive le soir. C'est fou. Je te jure, c'est un truc de dingue. Je pense qu'on va avoir un accident là. On n'est pas passé loin. Pardon, on est juste à côté du bateau d'à côté. Il a l'air très gentil, hein, le monsieur, avec les lunettes et la casquette là, mais j'ai failli lui foncer dedans quand même. Attention, hein, je vous fonce dessus, moi. Ça va, il y a des Tout le monde maîtrise. Il y a des bruits, on maîtrise. Très dangereux quand même. Ah, si c'est bon. Et donc t'en parles le jour même, non? Le jour même, ouais. Et le soir, qu'est-ce qui se passe du coup? Genre, comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on dormait, nous, notre chambre au premier étage, la chambre de Valentin est au deuxième étage, une maison de 3 niveaux. Et au milieu de la nuit, il y a, j'entends du bruit, pas vraiment, j'entends mon chien se met à aboyer. Madame, ma chienne, qui se met à aboyer très fort. Et là, j'entends un bruit comme si on essayait de taper contre la porte, tu vois. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, c'est sans doute parce que on en avait parlé, je comprends immédiatement. Donc je me lève tout de suite et je me dis, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'entrer. Ah oui. Et je me pose même pas de questions, je me lève immédiatement et je crois que j'ai juste fait un wow comme ça, genre pour faire peur, ce qui n'a pas fait peur à personne, évidemment. Et non, je suis monté dans la chambre direct parce que moi j'ai pensé à mon gosse, il avait 5 ans l'année dernière et il dormait, parce qu'en plus il avait le sommeil lourd. Et là, je l'ai pris dans mes bras. Déjà, il a commencé à faire papa, qu'est-ce qu'il y a? Je dis oh là là, merde, qu'est-ce que je fais? Parce que je l'avais dans les bras. Et je dis qu'est-ce que je fais? Et là, j'entends que ça commence à monter dans l'escalier. Donc là, je suis passé dans la salle de bain qui est au deuxième étage. J'ouvre une fenêtre et ça donne accès directement au toit. Et là, j'ai grimpé sur le toit en fait avec Valentin pour essayer de se planquer, pour pas qu'on nous voie. Enfin, tu réfléchis pas dans ces cas-là. En fait. Ouais. Et il y avait plusieurs personnes. C'était. Alors moi, je les ai pas vus. Je les ai entendus. Et c'est Ghislain qui s'est retrouvé nez à nez avec eux. Parce que ton mari, lui, il a fait quoi pendant ça? Toi, t'es monté pour aller protéger du coup Valentin. Exactement. Lui, il s'est levé quelques secondes derrière moi, mais pas longtemps après. Là, il s'est levé, il a avancé un petit peu, et là, il a vu les mecs qui commençaient à monter.
Moi, ils m'ont pas vu parce que j'avais quelques secondes d'avance. Donc lui, il est re-rentré dans la chambre. Les mecs étaient en train d'essayer de monter. Il a ouvert la fenêtre pour essayer de descendre par la fenêtre. Il s'est juste fait une fracture du coude, enfin du poignet. Et il est parti en courant alerter un voisin. Et puis après, le temps que les policiers arrivent. Donc quand j'entends du bruit la nuit, je me rendors pas, quoi. Ouais. C'est plus difficile, mais on a mis une alarme Ça. plus puissante et qu'est-ce que tu veux ça? Alors Ça te fait encore peur aujourd'hui ça fait partie des revers de la médaille dont on parlait tout à l'heure. La notoriété, il peut y avoir ça aussi. Alors il n'y a pas que des gens célèbres Bien qui sûr. sont victimes de ce genre de cambriolage, d'attaque ou d'agression, hein, mais c'est vrai que c'est entre guillemets en ce moment à la mode chez les people. Ouais, ça, on en entend beaucoup parler maintenant. Moi, j'en ai parlé avec Guillaume Play, à qui c'est arrivé à sa femme. Lui, il n'était pas à son domicile, mais à Bruno Guillon, à qui c'est arrivé. Lui, il était là avec sa femme et son fils. Ouais, c'est des trucs. L'objectif, en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est que le métier que je fais me permet de bien faire vivre ma famille. On est heureux et on est très privilégié. On a la chance d'avoir une belle maison, etc. Mais c'est la première fois que je me disais que là, le métier que j'avais choisi de faire et qui nous permettait de bien vivre était le métier qui mettait en danger ma famille. Et c'est ça qui a été. Donc j'ai eu un vrai truc de culpabilité. Alors évidemment, c'est pas ma faute, mais quand même, il y a eu ce truc de se dire mon devoir en tant que papa et que chef de famille, c'est de protéger ma famille. Et là, je l'avais mise en danger. Ouais, ça. Tu perds une espèce d'insouciance ou d'innocence. T'as imaginé peut-être arrêter ou à ce moment-là ou... Non, pas arrêter, mais j'ai fait des choses différemment. Je communique différemment maintenant. Je partage un peu moins de choses quand même personnelles. J'ai toujours tendance à penser que les gens sont. Enfin, je suis un peu, comment dire. J'étais un peu insouciant. Je pensais toujours que les gens étaient naturellement bons. Oui. Mais en fait, non, ils le Oui. sont pas. Donc je pense qu'il a une grande majorité ont un bon alors, sens et c'est malheureusement peu de évidemment, personnes l'immense majorité qui... Ouais. l'est, mais j'étais sans doute pas assez méfiant. Pas assez méfiante d'une certaine même minorité, mais c'est déjà certaines minorités. En tout cas, je peux pas accorder ma confiance aussi facilement, donc il faut que je fasse, forcément, ouais. me protège un peu plus et que je protège surtout mes proches. Quoi. Et du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu es ambassadeur du refuge et tu te bats contre le harcèlement scolaire, pour la cause animale, le SIDAction. Est-ce que c'est toutes ces violences extérieures qui t'ont poussé au-delà aussi de ta notoriété à être aussi actif est-ce que à côté tu pourrais être entre guillemets un papa plus normal, plus disponible, etc. Est-ce que alors je le suis aussi, mais c'est vrai que pour moi, quand tu as la chance, parce que c'est quand même une chance d'avoir une notoriété, d'avoir des micros, etc. Il faut essayer de s'en servir de temps en temps pour défendre des causes qui te semblent importantes. Après, tu es très sollicité quand tu es une personnalité, on te propose, on te demande des choses, on te dit est-ce que vous pourriez venir à notre soirée, est-ce que vous pourriez être le parrain de notre asso. Donc tu es obligé de dire non parce que tu peux pas éparpiller non plus tes engagements. Mais c'est vrai que le harcèlement scolaire, j'en ai souffert, je l'ai subi, donc je pense que c'est important d'essayer de donner une voix de ce côté-là. L'homophobie, ça me semble assez évident. Et c'est vrai que je suis très attaché aux animaux et que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités. C'est pas forcément une cause dont on parle énormément, la cause animale. Et je suis notamment, depuis plusieurs années maintenant, tous les ans, un des parrains de la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Parce qu'on est, en France, on est les mauvais élèves de l'Europe. C'est vrai que c'est un sujet qui revient maintenant dans les actualités tous les ans. Il y a ce sujet-là de n'abandonnez pas. On a le record. D'abandon d'animaux de compagnie parce que les gens n'ont pas toujours, je pense, suffisamment conscience que c'est une responsabilité d'adopter un animal. Donc, j'essaye toujours de faire passer ces messages-là en disant c'est extraordinaire d'avoir un chien, un chat, etc. Mais ça s'accompagne d'une responsabilité. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, voire à 800%, que vous pouvez vraiment bien vous en occuper, il vaut mieux pas en prendre. Vous gardez le chien de vos potes de temps en temps si jamais vous avez cette envie-là. Mais si c'est pour pas bien vous en occuper et a fortiori même risquer de les abandonner parce que vous voulez partir en vacances tranquille, faites pas ça vraiment. Pour revenir donc à aujourd'hui justement, au-delà justement de tes engagements, en ce moment même, tu incarnes donc la tranche Bonjour avec vous. Sur TF1. 10h, 11h sur TF1, dans la foulée de Bonjour avec Bruce Toussaint. Et tu es aussi Joker de Bruce Toussaint. C'est ça. Le matin, du coup, Joker, ça veut dire qu'en gros, si Bruce Toussaint part en vacances, voilà. C'est toi qui pars pas en vacances. On est deux Jokers, c'est pour ça que pour pouvoir partir en vacances, il y a Maud Descamps qui est également chroniqueuse conso dans l'émission à l'année. Et on se partage les remplacements. Là, j'ai fait le mois de juillet, elle va faire le mois d'août. Je ferai Noël, elle fait le nouvel an. Donc, on a l'habitude de se dispatcher les remplacements.
Mais bon, oui, c'est. Alors, c'est sûr, je travaille beaucoup. Oui, parce que tu as un rythme dantesque là entre souvent, la j'ai pas le temps radio. de prendre toutes mes vacances, j'avoue. Mais bon, comme j'ai pas l'impression de bosser, je me plains pas, tu vois. Oui, super. c'est quoi une semaine type un peu là justement de Oula. Christophe? Parce qu'en vrai, tu as un rythme dantesque justement entre la radio, tes chroniques, les émissions que tu incarnes, justement tous les engagements que tu mènes au quotidien. Enfin, il y a Et plein de ta vie choses. de père quand même, de famille. Alors, le matin, je me lève assez tôt l'essentiel de mon boulot, c'est dans Bonjour avec vous, donc je me réveille vers 6h30, un truc comme ça, mais ça va, c'est pas trop tôt. Là, je vais au boulot, j'y arrive vers 8h moins le quart. Je prépare l'émission du jour, je suis en direct entre 10h et 11h. Après, je prépare l'émission du lendemain. Parfois, j'ai une interview pour M Radio, c'est souvent en début d'après-midi, c'est genre vers 13h30, 14h. Quand j'ai fini, je file chercher Valentin à l'école, parce que je vais le chercher quasiment tous les jours à 4h30, il sort de l'école, donc ça, je lui amène son goûter, on fait un peu les devoirs, je m'amuse avec lui, etc. Et généralement, une fois par semaine, je fais les grosses têtes qui sont enregistrées quand c'est enregistré le soir, entre généralement 17h30 et 20h à peu près. Et quelques jours par mois, je fais le loto le soir aussi. Le loto aussi, ouais. Donc, Secret Story. Et Secret Story. Et peut-être Ninja Warrior si ça revient. Là, ça s'était arrêté l'été dernier. Donc oui, non, je m'ennuie pas. Et des bêtisiers aussi, de temps en temps. Et tu arrives à garder le rythme, parce que ça fait des années que tu fais ça. Comment tu fais justement? Tu t'infliges une certaine rigueur, toi, justement, en termes de pour la J'essaye de santé, faire du l'alimentation. sport tous les jours, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Après, oui, je fais gaffe. Je suis un ancien bouboule, donc je fais toujours très attention à ce que je mange pour essayer de garder le summer body, même le winter body, même le spring body. Et voilà. Et non, mais après, je bois pas. J'ai jamais fumé. Donc j'ai une. Sauf avant une émission. Ah non, mais je bois un petit coup comme ça. Mais je bois peu. Je bois peu, une fois de temps en temps. Non, je fume pas et j'ai jamais fumé et je suis passionné. Oui. Et j'ai C'est beaucoup important. d'énergie. Ce qui est important dans le métier que j'ai la chance de faire, c'est de garder le bonheur de le faire et de pas être blasé. Et t'en as quand même dans ce métier, tu te rends compte, ils sont un peu blasés, ils font le truc. Moi, j'ai toujours La le même routine, ça devient plaisir une routine, quand ouais. il y a la lumière rouge de la caméra qui s'allume. J'ai toujours le même plaisir de retrouver les gens. Si t'as plus cette énergie-là, Oui. mais je pense qu'il faut rester. Les artistes disent ça. Alors, je me prends pas pour un artiste, mais les artistes disent qu'il faut jamais oublier son enfant intérieur. Mais c'est vraiment ça. Moi, je suis toujours le gamin de 13 ans qui faisait ses émissions de radio que je préparais la semaine et j'étais content de le faire. J'ai pas oublié ça. Il ne faut pas en fait. Et quel que soit le métier que tu fais, si jamais tu as la chance en tout cas de faire un métier que tu avais envie de faire, il faut jamais oublier le gamin que tu étais. Et pour ça, du coup, tu te donnes des nouveaux caps, des nouveaux objectifs. C'est quoi aujourd'hui là, genre Alors, un je vais rêve te que dire- tu aurais Non, alors franchement, le rêve que je pourrais avoir, c'est de pouvoir continuer à faire ce métier-là qui m'éclate et qui m'amuse surtout énormément. Mais après, mes vrais rêves quand j'étais gamin, c'est de pouvoir un jour fonder une famille. Parce que quand je me suis rendu compte que j'étais homosexuel, je me suis dit je vais faire une croix là-dessus. Et mon autre rêve, c'était de pouvoir faire de la radio et de la télé. J'ai eu la chance de réaliser tous mes rêves, Incroyable. donc c'est un luxe. que c'est ça un dure le tel plus longtemps privilège. possible alors. Mais oui, c'est pour ça que je dis aux gens, continuez à me regarder s'il vous plaît. C'est gentil. Parce que si vous continuez à regarder, je vais continuer à faire mes conneries. J'aimerais bien continuer. Bah écoute, c'est super intéressant. Genre, on va arriver à la fin de l'émission justement, mais petite tradition à bord. Genre, qui c'est justement dans ton entourage professionnel que tu verrais toi aussi monter à bord ici? Monter à bord ici, qui pourrait être bien? Alors, Bruce Toussaint, ça pourrait être sympa. Non, qui pourrait... Ah si, moi je te conseille d'inviter Christine Bravo. Christine Bravo. Tu connais Christine Bravo? Oui, je connais. Elle est complètement folle. Elle est complètement dingue et elle-même a une péniche sur la Seine. Elle a oui. un petit bateau sur la Seine avec lequel elle fait des balades. Donc elle va conduire n'importe comment, elle va faire n'importe quoi. Entre les bouées. Ah ouais, elle est capable de tout. Tu t'ennuieras pas avec Christine. Ça Et marche. sinon, il faudrait trouver quelqu'un qui sait pas nager pour rigoler. Pour Voilà, voir, par exemple. pour tester. Plouf. Alors, Allez, comment ça se c'est débrouille? dommage. Et avant de te demander tes recos culturels, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. Vraiment, c'était super chouette. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous connaissez. Mettre aussi un petit 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer et compagnie. Évidemment, N'hésitez faire pas. un tour sur le canal de l'Ourcq, c'est super. Exactement, et vous pouvez faire un tour. Merci à Aqua Experience qui du coup nous permet de naviguer sur ce beau canal de l'Ourcq. J'adore. Et vous pouvez vous aussi piloter
Comme Christophe actuellement. Là. Écoute, j'ai tué personne, je suis pas rentré dans un autre bateau. Heureusement que mais personne se baigne. C'est mais- pas encore tout à fait fini quand même. Et pour finir, oui, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous donner? Théâtre, cinéma, série, ce que tu consommes en ce moment? Alors, je vais tout te dire, c'est que j'ai vraiment tellement peu de temps. Oui, ce que j'allais dire. Je En regarde, ce moment- je regarde Secret Story en fait. en ce Non, moment. oui, ça, je regarde pas grand chose. Attends, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Je me dis, c'est. Alors, c'est un truc. Alors, je sais pas si c'est une vieille série. Je sais pas si on la trouve. Mais si jamais vous vous intéressez à la télé-réalité, c'est une série qui s'appelle Unreal, qui raconte les coulisses d'une émission de télé-réalité. C'est une série américaine. C'est hyper réaliste. Ok. Mais c'est les coulisses d'une émission type Le Bachelor. Donc, ça s'appelle Unreal, UNREAL. Et ça suit le quotidien d'une productrice de télé-réalité complètement hystérique au bord de la crise de nerfs. Je vous jure, ça ressemble quasiment à l'ambiance des coulisses de Secret Story. C'est vrai? Ah, bah, ça donne Non, mais envie d'aller voir. La série est géniale. Et sinon, je suis en train de lire en ce moment, de relire une saga absolument géniale qui s'appelle Les Chroniques de San Francisco, Ok. qui est une série de livres sur des potes dans l'Amérique, le San Francisco gay des années 80, et c'est complètement délirant. C'est très très drôle. Ça ressemble à un feuilleton. Ça pourrait être type un peu dynastie, c'est complètement délirant. Et c'est un super bouquin de Armistead Maupin, je vous le conseille, parce que il y a un nouveau qui est On note. sorti il y a 2 ans, là, il y a enfin, alors que ça faisait 10 ans qu'il n'en avait pas réécrit. Donc c'est un peu genre 20 ans après, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Christophe et merci encore une fois de nous avoir suivis. On s'abonne et à bientôt. Il n'y a pas de klaxon, là? On a rien pêché encore. Un Vélib, peut-être? Oui. Ah bah c'est gentil. Bon appétit, madame. Là, t'as l'air de bien te débrouiller. Me prendre le mur.